Bonjour, bienvenue à tous au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Monsieur Devineau, bonjour à toutes et à tous. Député du Nord, secrétaire national du PCF, le Parti communiste français, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, à 3 semaines des élections européennes, et alors que le débat devrait justement se concentrer sur l'Europe, ce scrutin se nationalise de plus en plus au vu de la situation très inquiétante en France et notamment en Nouvelle-Calédonie avec 6 morts à date. L'antisémitisme aussi, encore, en cette fin de semaine avec la profanation par incendie d'une synagogue. Et le pouvoir d'achat, bien sûr, malgré une baisse de l'inflation. Pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entouré de Stéphane Dupont du journal Les Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et de Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce dimanche matin en Nouvelle-Calédonie, 600 gendarmes, Fabien Roussel, dont une centaine du GIGN pour rétablir l'ordre, notamment entre Nouméa et l'aéroport international où sont bloquées 3200 personnes. 6 personnes ont été tuées depuis lundi. C'est plus un phénomène isolé. Les témoignages sont de plus en plus nombreux. Les émeutiers qui se sont emparés de la quasi-totalité des 100 000 armes sur l'île appellent à tuer du blanc. Ce concept de racisme anti-blanc, il avait disparu pratiquement depuis la présidentielle 2022. C'est aujourd'hui une réalité. Comment est-ce que vous l'expliquez ? D'abord, la situation est extrêmement grave. Il y a 6 morts aujourd'hui parmi les habitants, parmi les forces de l'ordre. Je voudrais naturellement m'incliner devant ces victimes, exprimer toute mon amitié aux familles. C'est dur et ça n'aurait jamais dû arriver. Jamais. Bien sûr, comme toutes les forces politiques sur place, comme ici à l'Assemblée nationale, nous appelons au calme. Il faut... Pas toutes les forces politiques. Nous appelons toutes les forces politiques locales en Nouvelle-Calédonie, appellent au calme. Elles ont d'ailleurs publié un communiqué disant cela, et appelant à renouer le dialogue. Et à l'Assemblée nationale, j'ai... entendu personne appeler à l'émeute. Moi, j'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon appeler au calme. En tout cas, nous le disons, je le redis ici, il faut pouvoir retrouver le calme. Bientôt, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, nourriture. Enfin, je veux dire, c'est une situation qui devient extrêmement grave, préoccupante, et surtout plus de victimes, plus de blessés. Nous avions dit, nous, il y a ça fait plusieurs mois que nous interpellons le président de la République, le gouvernement, sur les risques de dégradation du climat, le risque de retour de la violence. Le gouvernement porte une lourde responsabilité dans la situation qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, et c'est à lui de trouver les voies pour renouer ce dialogue et revenir au calme qui a présidé quand même la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 30 ans. Donc il porte une responsabilité aussi sur le racisme anti-blanc, les gens qui veulent tuer du blanc. Roch Vamitan, le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, le dit, le seuil de tolérance des blancs est atteint. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bien, j'ose croire, je pense, nous avons des contacts aussi avec les forces calédoniennes sur place, je parle de mon groupe et de mon parti, que c'est ce que l'on nous dit, c'est que ces propos sont minoritaires en Nouvelle-Calédonie, sur le Caillou. Ces propos sont minoritaires. Minoritaires, mais néanmoins minoritaires parce que l'ensemble des forces, y compris les forces indépendantistes, Kanak, appellent au calme et le retour du processus qui, depuis 1988, crée les conditions d'un dialogue, d'une vie ensemble avec l'ensemble des communautés existantes et dans un esprit de respect mutuel. Visiblement pas quand les référendums sont boycottés. Alors on peut parler de minorités qui ont des propos inacceptables, mais je le dis, des propos inacceptables. Mais qui relèvent du racisme anti-blanc, c'est un concept valable selon vous ? Mais bien sûr que non, mais enfin toute forme de racisme, quel qu'il soit, est inacceptable. Mais vous savez que le parti de la gauche conteste l'existence du racisme anti-blanc. Non, c'est pas votre cas. Des propos comme ceux-là, qui existent. Donc, le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Il existe. Ouais.
inacceptable. Vous dites que c'est très minoritaire, ces propos. Mais je considère, parce que ce ne sont pas les propos, ce ne sont pas les expressions qu'ont les responsables politiques. Parce que qu'ils soient... toutes les forces calédoniennes, vous dites appel au calme, mais aujourd'hui, même les leaders indépendantistes sont plus écoutés par les émeutiers. Ils sont complètement débordés. Ils appellent au calme et ils sont débordés. Mais je vous avouerai que les loyalistes appellent aussi au calme et on voit des milices armées de caldoches qui tirent sur les Kanaks qui sont sur les ronds-points. Et donc, des deux côtés, c'est le débordement. Des deux côtés, c'est la haine qui, aujourd'hui, a pris le dessus. Alors que depuis 30 ans, il y avait une voie de dialogue et d'apaisement. Et donc, l'enjeu le plus important, c'est de faire revenir la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire l'esprit du dialogue et de la... Roussel, vu le contexte, est-ce que c'est possible cet appel au dialogue? Oui, mais enfin, si on dit que c'est pas possible aujourd'hui, on baisse les bras puis on les laisse se déchirer. En attendant, l'enjeu, c'est quand même de renouer un dialogue, retrouver un processus de construction d'une communauté collective autour d'un destin commun. C'est ce qu'ils appellent tous. Ce n'est pas... Il faut sortir des caricatures blanc, noir, et comme si ils étaient aujourd'hui... Vous avez l'impression qu'il y a une envie de vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Mais c'est ce que Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou, quand ils ont décidé de se serrer la main et de construire la paix des braves, ils ont décidé ensemble, par ces accords qui ont été signés en 88, permettre au peuple d'origine de constituer une communauté humaine, un destin commun, avec toutes celles et ceux qui y vivent. Vous entendez bien? Avec toutes celles et ceux qui y vivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut trouver la voie de la réconciliation. Mais comment la voie de on va y venir. Comment on y va? Il y a eu une réunion à Matignon. Permettez-moi, monsieur Bocoté. Il y a eu une réunion à Matignon il y a 2 jours, à laquelle nous avons participé. Et quasiment toutes les forces politiques. Y compris LFI? Quasiment. Alors, je vais vous le dire, pour que ce soit clair pour l'émission, moi, je ne vais pas parler des autres, je vais parler de nous. Si vous permettez. Vous parlez de toutes les forces politiques. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon parler de néocolonialisme et qu'il dit qu'il n'appelle pas au calme... Quasiment l'ensemble des forces politiques appellent à l'envoi d'une mission sur place pour créer les conditions de renouer ce dialogue. Une mission dont la composition sera acceptée et validée par l'ensemble des forces politiques locales, calédoniennes, pour qu'elle soit respectée, comme l'avait fait d'ailleurs Michel Rocard en son temps, en 1988. Mais c'était d'autres temps. Qu'est-ce qui vous dit que ça va être respecté, Fabien Roussel? Les temps ont changé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur l'île. Ce qu'ils ont réussi à faire en 88. C'était en 88. Après plus de 20 morts. Mais aujourd'hui, la violence est désinhibée. Chez les Kanaks, 19 Kanaks tués. C'était la prise d'otages à Ouvéa. C'était terrible. C'était terrible en pleine campagne présidentielle. À l'issue de ce drame qui a meurtri dans leur chair les habitants de la Nouvelle-Calédonie, ils ont réussi à faire la paix des braves et à dire nous allons construire un destin commun. Donc vous appelez à l'envoi d'un émissaire? Non, d'une mission composée d'hommes et de femmes reconnus, acceptés par les forces politiques loyalistes et indépendantistes, et qu'ils ensemble qu'ils réécrivent les voies de la réconciliation avec un calendrier accepté par chacun. Ils ont su le faire. Il y a plus de 30 ans. Il y a eu 4 présidents de la République depuis. M. Mitterrand, M. Chirac, M. Sarkozy, M. Hollande, qui ont respecté le processus qui avait été écrit ensemble sur place. Aujourd'hui, tout a volé en l'air. M. Macron y est allé, mais violemment. Il a mis un coup de pied dans ce qui avait été écrit sur une position d'équilibre fragile. Il fallait sur le gel du corps électoral. Est-ce que c'était possible de rester? Il ne fallait pas. Nous lui avons dit, je lui ai écrit au président de la République, je lui ai dit vis-à-vis, il ne fallait pas maintenir ce référendum en plein Covid. Mais Fabien celui-là, le troisième, c'est ça qui a été boycotté. André Chassaigne, qui est un nouveau député, qui a eu une formule forte à l'Assemblée disant il ne faut pas mettre en minorité les Kanaks sur leur terre historique. Vous avez entendu cette formule? Je l'avais en parallèle avec une formule de Marion Maréchal qui dit en France, il ne faut pas que le peuple historique français soit mis en minorité chez lui. Est-ce que de quelle manière ces deux discours se répondent? Ça n'a rien à voir. J'essaie de comprendre parce que vous avez noté cette semaine cette comparaison des discours était présente. J'ai entendu et je la trouve vraiment scandaleuse. Ça n'a rien à voir. Laquelle des deux est scandaleuse?
c'est faire le parallèle avec un grand remplacement en France. Enfin, ça n'a rien à voir. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie, en océan Pacifique, là-bas, loin de chez nous, dans une terre qui a été colonisée par la France en 1850. La France est arrivée là-bas. Je rappelle que en 1931, à l'exposition universelle qui s'est tenue à Paris, les Kanaks étaient représentés comme des cannibales dans des zoos humains. Mais de la pire des manières. En 1945 seulement, la France met fin au statut de l'indigénat. Et c'est seulement en 1957, c'est nous, c'est notre génération, 1957, que les Kanaks ont le droit de vote, qu'ils accèdent à la citoyenneté. Et donc on fait imaginez que ce processus de vie ensemble, de construction d'une communauté commune, il est récent, il est frais et il est fragile. Les Kanaks sont attachés à leur terre et on les comprend bien. Seriez-vous favorable à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Mais c'est aux Kanaks de construire. Les Kanaks, donc un nouveau référendum. Du corps électoral central, si les Kanaks sont mis en minorité dans le corps électoral. Mais quand je vous raconte l'histoire du droit de vote des Kanaks, qui n'y ont accédé qu'en 1957 parce qu'ils étaient considérés comme des indigènes avant. Vous voyez bien que la question du droit de vote et de l'accès à la citoyenneté est au cœur de leur existence. Et donc aujourd'hui, il faut respecter ça. Et quand j'ai vu d'ailleurs, je me suis replongé dans l'histoire, la mission qu'a envoyée Michel Rocard à l'époque, c'était même pas des responsables politiques. Il y avait 2 préfets, il y avait un représentant de l'église catholique, protestante, un franc-maçon, et ils sont allés là-bas pour écouter une terre qui est très religieuse, et ils sont allés là-bas écouter. On va marquer une pause, et vous nous direz juste après la pause ce qu'il faut faire donc, et quelle route il faut suivre. À tout de suite sur le grand rendez-vous d'Europe 1 et de CNews. Du grand rendez-vous d'Europe 1 CNews en partenariat avec Les Échos, nous sommes avec Fabien Roussel, qui venait de nous faire l'historique politique de la Nouvelle-Calédonie, et on en était resté, Mathieu Bocoté, à la question de l'indépendance ou pas. Oui, mais justement, la question, vous dites c'est au néo-calédonien, dis-je, de trancher, mais la question doit se poser à nouveau. Un nouveau référendum sur l'indépendance est nécessaire? D'abord, je vais vous donner mon avis à moi, celui de ma formation politique. Le Parti communiste français s'est toujours battu auprès des peuples qui se battaient pour retrouver leur indépendance. Donc, pour la décolonisation, notamment en Algérie, nous avons toujours été de ces combats pour la paix et pour la liberté des peuples. Je me bats aussi pour la justice sociale en France, et de la même manière, je soutiens ceux qui l'exigent là-bas en Nouvelle-Calédonie, où les inégalités sociales sont extrêmement fortes. Concernant l'indépendance, je voudrais d'abord dire que c'est aux habitants de la Nouvelle-Calédonie de décider de ce processus qui doit les conduire à vivre ensemble. Et je reviens sur cet accord de 88 qui ne tient qu'en une page. Mais la question n'est pas close pour vous. Oui, mais non. Mais parce que c'est écrit dans ce document qu'il faut respecter, c'est construire un destin commun avec toutes celles et ceux qui y vivent aujourd'hui. C'est-à-dire des Kanaks, le peuple premier, des Vietnamiens, des Européens, des Français. Et des métissés qui vivent ensemble. Donc, ils doivent, ensemble, écrire ce destin commun. Donc un 4e référendum. Moi, je dis... Donc un 4e référendum. Dans notre histoire, je vous le dis, pour vous répondre très précisément, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, je suis, moi, pour que ces peuples prennent leur destin en main et s'engagent dans un processus de décolonisation. Qui aboutirait à l'indépendance. Qui doit aboutir à une forme d'indépendance qui est la leur, avec une coopération, des liens étroits avec la République française, puisque c'est notre histoire. Une forme de Commonwealth de la française. Et donc, nous pouvons construire, et d'ailleurs, quand j'en parle avec mes collègues polynésiens, ils se battent pour leur indépendance, mais sans se couper de la France. C'est-à-dire en ayant une coopération avec la République française, dans des matières telles que la défense, la recherche. On a besoin de travailler ensemble. Et donc, nous pouvons construire de tels liens avec la Nouvelle-Calédonie comme la Polynésie et respecter ces peuples et toutes celles et ceux qui vivent. Contradiction dans votre propos, si je peux me permettre, vous me corrigerez. Les Kanaks, qui représentent moins de la moitié du corps électoral aujourd'hui, sont majoritairement pour l'indépendance. Ce qui n'est pas le cas des populations issues du Pacifique plus largement et des Caldoches, des Blancs. Donc, si vous parlez du peuple d'origine, le peuple d'origine a fait le choix de l'indépendance et les autres populations n'y sont pas favorables. Comment créez-vous une communauté de destin à travers cela? Mais là, je me permettrai de dire tout simplement que c'est à eux de le décider et d'écrire. Moi, je trouverais... Par 3 fois. Non, mais par 3 fois, par 2 fois, oui.
Oui. sans aucune contestation, mais le troisième référendum qui a fait l'objet de plus de 54%, 55% d'abstention. Ou de boycott, ça dépend comment... Voilà. Il était boycotté par les forces indépendantistes parce qu'il n'a pas été tenu dans des bonnes conditions. Mais si on en fait un quatrième, ils vont le boycotter aussi? Mais pas forcément, c'est pour ça... Pourquoi ne pas faire confiance à celles et ceux qui ont su écrire l'histoire il y a 30 ans et ces 30 dernières années? Ils ont quand même réussi cette équilibre. À quelle échéance il faut organiser ce quatrième référendum? D'abord, c'est une idée aussi de Marine Le Pen, un quatrième référendum. D'abord, vous êtes d'accord avec elle? Mais si c'est ce qu'ils décident, faisons-le. Et moi, je pense que c'est suffisamment compliqué pour que ce ne soit pas nous, ici, depuis Paris, de leur dire ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que l'envoi d'une mission plurielle, pluraliste, respectueuse de tout le monde et admise par tous est essentiel. Il faut renouer avec ce qu'avait fait Christian Blanc à l'époque. Nous avons su le faire. Il faut et respecter l'impartialité de l'État. L'État doit rester impartial. Avec quelle échéance et avec quel corps? J'adore l'expression utilisée par les Kanaks qui nous disent vous avez la montre, nous avons le temps. Parce que ça fait des décennies qu'ils se battent, eux, pour retrouver leur indépendance depuis qu'ils ont été... ça fait des décennies que les autres n'ont pas le droit de vote. Réduits à l'indigénat. Et donc, ils disent, les Kanaks votent pour l'indépendance, mais pas l'ensemble des populations de la Nouvelle-Calédonie. Donc, comment respectez-vous le droit de détermination du peuple d'origine? Les Kanaks, les forces indépendantistes, aujourd'hui, avaient écrit que si les 3 référendums disent non à l'indépendance, eh bien, nous trouverons ensemble les voies du dégel du corps électoral. Ils ne sont pas contre le dégel. Ils ont dit qu'il faut que ça s'inscrive dans un... c'est écrit non au dégel partout sur toutes les banderoles de l'île. Aujourd'hui, ce sont les représentants, les partis indépendantistes, pas les gens qui sont dans la rue aujourd'hui. Essayez d'écouter précisément ce qui se dit et avec des nuances, parce que tout n'est pas noir et blanc. Voilà. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et donc, bien sûr que la question du dégel électoral est inscrite à l'ordre du jour de toutes les forces, y compris indépendantistes. Ce qu'il dit, c'est pas maintenant, pas de cette manière-là. Et c'est ça qui suscite la colère, et une colère qui explose sur un fond d'inégalité sociale, de crise avec le nickel, qui est énorme. Il faut entendre que 70% des Kanaks vivent sous le seuil de pauvreté aussi. Et qu'aujourd'hui, il y a une explosion sociale. Comment? C'est un peuple colonisé, selon vous? Bien sûr, oui. Donc, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Vous partagez le diagnostic, vous n'aimez pas la référence, vous partagez ce diagnostic avec Jean-Luc Mélenchon. C'est une situation coloniale. Le Parti communiste français l'a écrit depuis longtemps, mais c'est pas que nous. Vous pouvez ouvrir une fiche Wikipédia, j'ai écrit aussi. Je suis désolé, mais enfin quand même, nous avons envoyé des navires là-bas, il y a eu des milliers de morts vis-à-vis du peuple premier primitif kanak que nous avons réduit à l'indigénat, que nous avons exposé dans des zoos vivants à Paris, en Europe, en les faisant passer pour des cannibales. Ils n'ont eu le droit de vote qu'en 1957. Non mais d'accord, mais aujourd'hui, en 2024, est-ce que les Blancs qui vivent sur l'île sont des colonisateurs? Non. Ceux qui vivent sur l'île aujourd'hui veulent pouvoir y vivre tous et ensemble. Et les émeutiers, on est d'accord. Voilà. Monsieur Roussel, les émeutiers, ils leur disent les Blancs, foutez le camp. C'est quand même ça. Mais ils y sont pour rien. Aujourd'hui, il y a des émeutes. Elles sont graves parce qu'elles provoquent des morts. Il ne doit plus y en avoir. Nous avions, alerté sur le fait que le pire pouvait arriver. Et le pire est arrivé. Je redis que le gouvernement porte une grave responsabilité parce que nous l'avions alerté. Et aujourd'hui, même le gouvernement, aujourd'hui, ça lui échappe. Ça lui échappe ce qui est en train de se passer. Alors on peut dire les Kanaks, ça leur échappe, les loyalistes, ça leur échappe. Mais le gouvernement, c'est le premier à qui ça échappe quand même. Le gouvernement a raison d'envoyer les forces de l'ordre pour établir l'ordre. La première chose que le gouvernement aurait dû faire, et c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que nous avons demandé, c'est que le gouvernement dise ok, on a compris que nous allions peut-être un peu trop vite, et donc on lève le pied, on ne convoque pas le Congrès d'ici fin juin, tant qu'il n'y a pas... On reporte le dégel. Oui, et c'est votre réponse politique, mais la réponse des forces de l'ordre, elle est nécessaire. Mais la réponse, elle est d'abord politique. Elle ne doit pas être... En ce moment, ce n'est pas d'abord une réponse de sécurité. Mais bien sûr le gouvernement dit, c'est le... Mais bien sûr que si. Mais bien sûr, aujourd'hui, je ne cautionnerai jamais l'attaque de supermarchés,
des incendies, etc. Enfin, et bien sûr qu'il faut des forces de l'ordre pour protéger les espaces de vie, les endroits où on peut acheter de quoi se nourrir. Oui, permettre l'acheminement de la nourriture. Oui, il faut le faire. Roussel, mais vous voulez une indépendance. Ce que je veux dire, c'est que la réponse, elle doit d'abord être politique. Or, aujourd'hui, quel message envoie le gouvernement ? Monsieur Darmanin. Voilà, les forces de l'ordre, l'état d'urgence. Et ce n'est pas comme ça qu'on va calmer la situation. Au contraire, on jette de l'huile sur le feu. Vous parlez d'indépendance. Qu'est-ce que vous dites quand on voit la Chine qui regarde, on le sait, de très près les intérêts calédoniens ? On est dans une zone extrêmement stratégique qui est l'Indo-Pacifique. Vous avez entendu aussi l'Azerbaïdjan qui comment dirais-je, qui phagocyte d'une certaine manière les émeutiers. Il n'y a pas un danger sans protectorat de la France? Quelle est votre idée de l'indépendance? Vous avez dit on va collaborer par la suite après l'indépendance, mais de quelle façon? Mais c'est bien la raison pour laquelle nous devons entretenir des liens étroits, pacifiques, fraternels avec la communauté calédonienne qui vit, qui travaille. C'est une forme de protectorat? Ça veut dire, mais j'aime pas ce terme, mais en tout cas un lien qui fait qu'ensemble, nous avons des coopérations et que nous partagions aussi des communautés de vues communes entre la République française et la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est pas une vision un peu naïve, ça, des choses? Écoutez, moi, être naïf comme Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, je le souhaite, oui. Mais parce que quand même, ce qu'ils ont réussi à faire, la réconciliation d'un peuple, d'une communauté, ensemble, c'est quelque chose qui est aussi grand que ce qu'a fait Nelson Mandela à la fin de l'apartheid. Et donc, est-ce que Nelson Mandela était naïf? Est-ce que Jacques Lafleur était naïf? Est-ce que Jean-Marie Djibaou était naïf? Je ne le crois pas. C'était des grands hommes et qui ont tracé le chemin pour que des communautés différentes, que tout appelle à séparer, vivent ensemble. Et aujourd'hui, je suis inquiet. Est-ce que vous diriez aux Calédoniens qui prennent leur indépendance, si vous voulez, entre guillemets, vendre la Calédonie à la Chine ou l'Azerbaïdjan, c'est votre problème, très bien, faites-le? Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous poser, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. La Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie, j'en parle avec mes collègues polynésiens, ils ont des enjeux, par exemple, de défense, comme tout peuple ou tout pays. Bien, à leur échelle, s'ils sont totalement indépendants, ils n'ont pas les moyens d'avoir leur propre armée. Et donc, on est bien d'accord que dans ce cadre-là, nous passons des accords ensemble et que la France peut assurer la défense, la protection de la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, comme de la Polynésie demain, dans le cadre d'accords, dans le cadre de traités, qui fait que la France non plus ne se serve pas de ces îles comme d'endroits pour aller faire les guerres que les États-Unis veulent nous faire mener là-bas. On marque une nouvelle pause, Fabien Roussel, et on vous retrouve juste après au Grand Rendez-vous Europe 1. J'espère qu'on va parler un peu de pouvoir d'achat quand même. L'invité du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews. Fabien Roussel, au début de la campagne pour les européennes, on parlait agriculture commune, économie commune, usine de batterie. On parlait immigration aussi avec le pacte asile-immigration qui d'ailleurs sera examiné et voté au lendemain du 9 juin. La réalité s'est invitée, la réalité française, celle de la violence. En quelques jours, cette évasion musclée causant la mort sauvage de 2 agents pénitentiaires, des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah, une synagogue profanée. Le scrutin est rattrapé, il devient du coup nationalisé et à chaque fois, soit on n'a pas de solution, soit on propose, ce que propose le gouvernement, un Beauvau, un Grenelle, le fameux se mettre autour de la table. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Que la question de sécurité soit une question centrale, importante. Je l'ai dit pendant les élections présidentielles, j'ai voulu la porter en homme de gauche, sensible à ces questions-là, et au nom de toutes les familles, les personnes qui subissent l'insécurité au quotidien, qui vivent mal. Il faut s'occuper d'eux. Et la gauche a une parole forte à porter là-dessus. D'abord parce que la gauche a mis en place la police de proximité. J'étais content de voir Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur, qui était à notre meeting à Paris, d'ailleurs. Et la gauche avait aussi développé des services publics dans tous nos quartiers, une politique de logement social qui faisait qu'on vivait ensemble. Aujourd'hui, oui, vous avez raison, je suis extrêmement inquiet. J'ai d'ailleurs publié une tribune dans Libération qui en parle. Des croix gammées qui fleurissent sur les monuments aux morts. Des manifestations de nazis. On est au 80e anniversaire de la libération de Paris, de la victoire contre le nazisme. Et ils défilent dans Paris comme les chemises noires. Comment vous l'expliquez, cette montée et une violence, en même temps, je ne sais pas si on peut faire le lien, mais bien sûr, les actes antisémites qui prennent des proportions insupportables dans notre pays. L'antisémitisme en France aujourd'hui. Mais il y a un climat
un climat de haine, de détestation qui envahit chaque débat politique. Et pourquoi les Juifs Mais il y a une histoire française de l'antisémitisme, malheureusement. Et c'est pour ça que c'est grave. Chaque acte antisémite doit être condamné avec force, parce que nous avons une histoire française de Dreyfus à la collaboration et de Pétain. Vous noterez que la synagogue qui a été incendiée ne l'a pas été par la l'extrême France droite. a participé à la Shoah. La France a fait des rafles. La France mais l'antisémitisme d'aujourd'hui n'est pas le même. Mais non, bien sûr qu'il n'est pas le même. Quoique, quand vous avez j'ai lu dans un article la parole qui a été donnée à des enfants, des jeunes, des citoyens français qui subissent l'antisémitisme, des juifs de nos compatriotes qui subissent l'antisémitisme, et un jeune homme qui disait dans le métro, on m'a fait un salut nazi. Donc, quand même, c'est là. Et c'est d'une violence insupportable. Je le dis. La synagogue qui a été incendiée, vous notez qu'elle n'a pas été incendiée par militants d'extrême droite. Nos concitoyens. Vous le notez, oui. Oui, je le note, mais bien sûr que je le note. Un individu sous OQTF. Nos concitoyens, nos compatriotes juifs doivent se sentir en sécurité dans notre pays et ne jamais subir de discrimination parce qu'ils sont juifs. Voilà, c'est quelque chose que l'on doit véritablement bannir. Mais s'il y avait... il y a l'antisémitisme, il y a le racisme, il y a ces croix gammées, ce retour... aussi, je ne vais pas dire que, mais aussi. Et puis cette violence avec ces gangs, ces narcotrafiquants qui, pour libérer un des leurs, ils tuent d'abord. Il tue d'abord. Sans sommation. Sans sommation. Ça veut dire que c'est une manière de faire qui n'était pas celle des malfaiteurs d'avant, qui avaient peut-être un petit peu plus de... J'ai l'impression que vous avez de la sympathie pour les malfaiteurs d'avant. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je suis allé voir les agents pénitentiaires de la prison de Valenciennes pour leur porter soutien. Et ils m'ont d'abord dit ça. Ils m'ont dit, quand Redouane Faïd s'est évadé et qu'il avait pris plusieurs des nôtres, il avait dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je vais pas vous tuer, etc. Je ne cautionne pas ce grand banditisme en aucune manière. Mais ce qu'ils m'ont dit, je rapporte leurs paroles, c'est qu'avant il y avait une sorte de code d'honneur qui faisait que ça se passait pas de cette manière-là. Et ils me disent aujourd'hui... Le grand banditisme, c'était mieux avant ? Non, mais non, je rapporte leurs paroles, monsieur Botte-Côté. Ils me disent, ce qu'ils me disent, c'est aujourd'hui, les gars, ils tirent d'abord, ils tuent d'abord. Fabien Roussel, et donc, c'est plus pareil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils réclament des moyens de protection. Ils ont que des Sig Sauer, des pistolets pour se défendre. Ils réclament des armes automatiques, ils réclament des véhicules blindés, et ils réclament beaucoup plus de considération et de respect. Parce qu'aujourd'hui, cette profession, elle souffre, tout simplement. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la situation sur le plan de la lutte contre la drogue est hors de contrôle ? Parce qu'il y a un rapport du Sénat qui a été publié en début de semaine qui dit que la politique, c'est un échec complet en la matière, et que la situation est devenue dramatique. La situation est devenue dramatique, grave, extrêmement grave. Parce que dans ces quartiers... Qu'est-ce qu'on fait alors ? Mais on fait pas qu'un Grenelle, quoi. On agit. On agit depuis le temps que... Ça veut dire quoi ? Nous sommes la différence entre un Grenelle et on agit. Mais parce qu'aujourd'hui, on sait d'où vient la drogue, par où elle rentre, par nos ports, nos aéroports, mais par nos ports. Aujourd'hui, on contrôle un container sur 10 000. Et il y a de la corruption, c'est ce que dit le sénateur qui présidait cette commission. Sur 10 000. Les douaniers réclament, les dockers réclament depuis des années à ce qu'il y ait des portiques, à ce qu'il y ait beaucoup plus de moyens humains sur place, qu'il y ait beaucoup de moyens d'enquête. Et puis moi, je mets un coup de projecteur, excusez-moi, mais sur les banques, parce que le blanchiment de l'argent, ça se passe pas à la machine à laver. Le blanchiment de l'argent, ça se passe dans les banques. Et donc, il y a des sommes d'argent liquide. Vous visez une banque en particulier ? Non, pas une banque en particulier. Mais je dis que il y a un office central qui s'occupe de ça. Il y a besoin certainement de beaucoup plus de moyens pour faire en sorte que les trafiquants soient aussi attaqués à la source et qu'on leur pique leur argent. Les paradis fiscaux aujourd'hui, qui existent encore, alors que moi je mène ce combat contre l'existence de ces paradis fiscaux. Il faudrait les éradiquer. Il devrait plus y avoir aucun commerce avec les paradis fiscaux. Aujourd'hui, ils existent encore. Il y a des relations internationales avec ces pays, alors qu'on sait que c'est là-dedans que l'argent sale, de la drogue, de la prostitution, de la mafia, est planqué. Sur la délinquance au sens général, Valérie Ayé, qui était à votre place la semaine dernière, disait qu'il n'y avait pas de lien entre la délinquance et l'immigration. Et vous en pensez quoi ? Je vais prendre un exemple, celui de la délinquance des mineurs, des enfants.
puisque on en a parlé ces dernières semaines, et puis il y a eu là aussi des drames terribles. 55% des jeunes délinquants mineurs viennent de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Et donc ce sont des enfants mineurs qui ont été placés et pour lesquels, je le dis, l'État ne met pas les moyens et il les abandonne. Voilà. L'État a complètement abandonné le champ des enfants, des mineurs qui sont sous l'autorité de familles d'accueil ou d'établissements. Il n'y a plus assez d'éducateurs spécialisés. Il n'y a au sein des départements. Il n'y en a plus assez à la PJJ pour mettre en place l'exécution des peines de ces mineurs. Alors, ils sont donc, une explication. Pour moi, ça, c'est une explication. Donc, ce n'est pas une question. Mais celui qui profane la synagogue, il est sous OQTF. Est-ce que vous voyez un lien entre la délinquance et l'immigration? Quand il est sous OQTF, oui, oui, mais vous conviendrez, le taux d'exécution des OQTF, ils ne sont pas tous sous OQTF. Vous êtes d'accord? Et quand je vous parle de 55% de mineurs provenant de l'ASE qui sont aujourd'hui reconnus comme des jeunes délinquants, vous voyez bien que là, il y a un sujet, c'est quelle est la responsabilité de l'État dans l'abandon de ces mineurs? Et comment on fait pour que demain, justement, ces mineurs aient entièrement leur place dans la société, qu'ils aient les éducateurs en nombre? J'ai rencontré une éducatrice, elle avait 17 gamins à s'occuper, de l'âge de 4 ans à 17 ans. C'est comme leur maman, ils les emmènent à l'école, ils les emmènent chez le médecin, ils les emmènent au sport, ils les emmènent... Et elle a 17 mômes à s'occuper. Mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible. On parlait des mineurs, il y a aussi des diagnostics possibles, il y a différentes explications possibles. La question sociale, il y a plusieurs. Cela dit, la surreprésentation, à tout le moins selon les statistiques, des personnes issues de l'immigration dans la délinquance, ce n'est pas un fait que vous contestez. Mais je me réfère ici, par exemple, à Gérald Darmanin, au président de la République, qui en avait parlé tout en disant que c'est pas existentiel. Mais si je conteste. Je conteste parce vous que de la même faits? Oui, je conteste parce que 90% des faits de délinquance et d'actes violents sont le fait d'hommes. D'accord. Oui, c'est des hommes. Et pas des femmes. C'est une donnée importante. C'est des hommes, oui, c'est des hommes. Donc, d'accord, donc, parfait. Non, mais des données, il y en a plein. Et donc, vous avez raison. Ensuite, et donc, vous dites surreprésentation des personnes de l'immigration, c'est une autre donnée importante. Donc, si on enfermait les hommes et puis qu'on laissait les femmes diriger la société, je pense que ça irait beaucoup mieux dans notre pays. D'ailleurs, ici, nous sommes que des hommes autour de cette table, ce qui est extrêmement regrettable. Mais je vous pose la question du diagnostic, simplement. Ces statistiques-là sont insignifiantes. Pour moi, sont erronées et nous conduisent vers la mauvaise direction pour apporter des réponses. Elles sont erronées parce qu'elles sont fausses. D'abord parce que nous sommes tous citoyens dans notre pays. Et à ce titre, nous sommes tous responsables. Mais ceux qui ne sont pas encore citoyens. Nous avons des droits et des devoirs. Nous avons des droits et des devoirs. Et l'État doit faire respecter et ses droits et ses devoirs. Et ce que je dis, moi, c'est que l'État aujourd'hui, en tout point, il est en train de reculer. Il recule dans les quartiers, il recule auprès des enfants dans les écoles, il recule dans les prisons, il recule partout. Comment voulez-vous qu'après ce soit pas le bordel? Vous utilisez le mot citoyen, c'est un mot très important. Oui, ensuite, il y en a un autre qu'on peut utiliser, c'est sur les étrangers, sur le formel, la distinction. On ne parle pas d'origine, on parle d'étrangers. La surreprésentation des étrangers, notamment dans la délinquance, dans les transports en commun. Est-ce que vous considérez qu'un homme ou une femme qui vit en France depuis 30 ans, 40 ans, qui travaille dur et qui a un titre de séjour, est un étranger? Je vous retourne la question, vous me permettrez. Non mais je vous le demande. Est-ce que c'est un étranger? Puisque sur le plan formel, oui, la question n'est pas là. Donc vous le mettez dedans? Non, la question... Pour moi, c'est un citoyen français. Et d'ailleurs, il devrait avoir le droit de vote. Il devrait avoir le droit de vote. Donc pas de lien entre la délinquance et l'immigration. Mais non. Et on va parler mais c'est stupide. Des européennes dans un instant, avec Fabien Roussel au Grand Rendez-vous. Première partie du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews avec notre invité, le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel. La liste communiste aux européennes conduite par Léon Desfontaines n'est créditée que de 2% dans les sondages. Deux questions. À quoi sert encore le Parti communiste français? Et deuxièmement, est-ce que vous ne faites pas obstruction à un vote utile à gauche? D'abord, c'est une élection à un tour, à la proportionnelle. Je le dis à tous nos concitoyens, il n'y a pas de vote utile, puisqu'il n'y a qu'un seul tour, le 9 juin, et un mode de scrutin qui est injuste, parce que si on fait moins de 5%, on n'a pas de députés. Par contre, je le dis à tout le monde, si on fait 5%, on a tout de suite 5 députés. C'est pas 1 ou 2 ou 3, c'est ou 0 ou 5. Ce que je souhaite,
c'est que au lendemain des élections européennes, le 9 au soir, on puisse dire il y a beaucoup plus de députés de gauche et écologistes que de députés d'extrême droite ou Renaissance, et que la gauche montre qu'elle est en progression. Donc pour ça, votez pour la liste conduite par Léon Desfontaines, qui, en atteignant ces 5%, donc il lui en manque 2,5, selon les sondages, c'est beaucoup. Tout de suite à 5, 6 députés pour aller siéger et renforcer le camp de la gauche à l'Assemblée nationale. La deuxième chose, c'est que Léon Desfontaines, et je serai avec lui sur cette liste, nous portons une liste du monde du travail, de la gauche unie, avec d'autres formations politiques, celle de Jean-Pierre Chevènement, le MRC, celle de l'engagement d'Arnaud Montebourg, mais aussi la gauche républicaine et socialiste, d'Emmanuel Morel. Donc vous auriez pu faire une grande famille autour de Raphaël Glucksmann. Mais parce que nous avons des plus ou moins unis. Mais parce que nous avons des projets différents, et puis il faut les respecter. Et c'est justement avec un scrutin à la proportionnelle à un tour, ça permet à chacun de pouvoir choisir sa liste. Ça sert à quoi de faire 2% des voix? C'est ce que vous avez fait à la présidentielle, 2% des voix. Mais ça sert, et d'ailleurs je le dis même à ceux qui nous écoutent et qui ne partagent peut-être pas notre sensibilité, eh bien je leur dis, mais il faudrait que notre sensibilité, elle doit exister au Parlement européen. Nous devons pouvoir exister au Parlement européen parce que nous portons... des voix, c'est zéro. Parce que nous portons... Ah ben oui, c'est pour ça que dès qu'on atteindra les 5, ça fait tout de suite 5 à 6 députés, parmi lesquels André Chassaigne, qui se bat pour défendre la ruralité et l'agriculture, il est en 5e position sur la liste. Mais il y a aussi Sigrid Gérardin, professeure, enseignante en lycée professionnel, qui défend les services publics, et numéro 2 sur cette liste. Hélène Bidard, reconnue parmi toutes les associations féministes, parce qu'elle se bat pour l'égalité femmes-hommes. C'est sympa d'avoir la planche de générique, mais... mais non, mais c'est pour vous dire que notre sensibilité, si elle atteint les 5%, elle enverra tout de suite 5 députés au Parlement européen, et ça va compter pour demain. Et parmi les 5 premiers, il y a Emmanuel Morel de la gauche républicaine et socialiste, député européen sortant, et qui a l'expérience sur laquelle nous comptons pour siéger. Toute la liste, mais non, j'ai fait les 5 premiers. Les 5 qui vont compter demain. On n'entend pas là. Je l'ai dit. C'est une erreur de casting. Pas du tout. Donner les 5% à la liste conduite par Léon Desfontaines, le premier que j'ai cité. Personne l'entend, personne ne le connaît. Vous savez, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus entendus. Malheureusement, à cause des règles bêtes des télévisions... Comment ça, des télévisions? C'est l'ARCOM. Ce sont les programmateurs qui décident de n'inviter que les 4 ou 5 premiers, et pas Léon Desfontaines. Et je regrette qu'il ait été squeezé de plusieurs émissions. D'autres chaînes télé ont fait le choix de le retenir. Non, mais c'est pas l'ARCOM, là. Non, c'est pas l'ARCOM. C'est les chaînes de télévision ont édicté des règles, et ils ont invité, sur la base de telle ou telle règle, les 5 premiers, les 6 premiers, etc. Bon, écoutez, je discute avec eux, donc si vous voulez, je vous raconterai. En tout cas, c'est comme ça. Mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est Glucksmann. Pourquoi ne pas avoir fait une alliance avec Glucksmann? Mais parce que Glucksmann défend une Europe fédérale, libérale. Il a voté 80-90% des mêmes textes que le parti de M. Macron. Nous ne partageons pas la même conception de l'Union européenne. Moi, je le dis clairement. Je suis européen, je suis pro-européen. Je veux une Europe de la paix et de la prospérité. Vous savez que son numéro 3 est un proche de Mélenchon. Est-ce qu'il y a un ticket possible Glucksmann-Mélenchon pour 2027 ? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est ce que dit Valérie Ayé. Oui, laissez. Il dit que c'est l'arbre qui cache la NUPES. D'accord. Moi, ce que je vous dis, c'est que la liste, ce que défend Raphaël Glucksmann, il a le droit de le défendre, mais c'est pas du tout la même conception de l'Europe que nous défendons. Et avec Léon Desfontaines, nous voulons défendre, nous, l'industrie française. Produire en France. Nous voulons défendre aussi le pouvoir d'achat. Quand je distribue les tracts de Léon Desfontaines, je dis la liste du monde ouvrier, la liste du monde du travail qui va défendre votre pouvoir d'achat. Les ouvriers votent plus pour vous. Et je vous donne un exemple. Les gens sur place, ils nous connaissent. Ils savent que moi, dans ma circonscription à Saint-Amand-les-Eaux, je défends les ouvriers. Ouais, moi, je les défends, moi. Qu'ils soient du service public ou du monde ou du privé. Oui, moi, je suis de ceux-là. Ouais, mais tout le monde ne peut pas le dire. Moi, je le suis. Et je suis sur cette liste pour dire que cette liste, elle défend le monde ouvrier. Elle défend le pouvoir d'achat via la facture d'électricité qui est l'excellent symbole de l'Europe libérale, qui nous a fait privatiser EDF, qui a fait que le prix de l'électricité... EDF vient d'être nationalisé à 100%, monsieur Roussel, Non, libéraliser EDF. Et c'est les marchés européens spéculatifs qui, aujourd'hui, fixent notre tarif de l'électricité, qui fait que votre facture, la mienne, comme celle du boulanger, elle a été multipliée par 2 ou par 3. Et c'est honteux.
Elle aurait pu être multipliée par beaucoup plus. Oui, comme dans d'autres pays, comme en en Angleterre. On aurait pu souffrir beaucoup plus. Moi, je vous dis, c'est qu'on souffre aujourd'hui de cette Union européenne libérale que défend M. Glucksmann, et que je ne défends pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait une liste. Donc M. Glucksmann, c'est un social-libéral. Oui. Mais et donc, nous voulons envoyer des députés européens qui, au Parlement européen, sauront résister à ce libéralisme, à ces financiers qui aujourd'hui nous font les poches, tout simplement. Quand va venir le temps, le 10 juin, de faire le décompte des députés de gauche au Parlement européen, il faudra compter donc les communistes, les écolos, LFI et M. Glucksmann. Néanmoins, tout ça, c'est la gauche. Mais parce que nous savons sur certains votes... Mais tout ça, pour vous, c'est la gauche. Pour certains votes, indépendamment des choix des différents groupes, les députés de gauche français savent se retrouver. Et donc, je souhaite, je le redis, moi je souhaite que toutes les listes aient des représentants au Parlement européen, les listes de gauche. Et donc, quand je passe ce message, c'est surtout pour dire, si vous nous donnez 5%, il y a tout de suite 5 à 6 députés de la liste conduite par Léon Desfontaines qui siégeront au Parlement européen. Et donc, faites en sorte que notre sensibilité, elle puisse défendre les intérêts du monde du travail, défendre nos services publics, reprendre la main sur la Banque Centrale Européenne. Vous pensez pas que c'est un sujet, ça? Que la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, travaille pour les marchés financiers, pour les banques, et nous prête de l'argent avec des taux d'intérêt qui fait qu'on se saigne tous les ans pour payer ces taux d'intérêt. Enfin, on fait travailler la finance. Nous voulons reprendre la main sur la finance. Nous sommes la liste qui portons là-dessus. Nous sommes la seule liste à porter une proposition unique. Fabien Roussel, création d'une institution publique qui permettrait de prêter aux États à taux zéro et négatif pour financer l'écologie, le nucléaire, les services publics, la formation. Voilà, c'est ça. Fabien Roussel, ça, c'est unique. Sans être désagréable, qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un Français de faire la différence entre ce que sont les communistes et ce que sont les insoumis. Ah écoutez, moi je crois pas, parce que quand on m'interroge, tout le monde sait que je n'ai pas le discours de Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas ni insultant, ni outrancier, et donc nous avons des manières de nous exprimer qui sont totalement différentes, et je respecte tous mes interlocuteurs, et même ceux avec qui je ne suis pas d'accord, et ça c'est une différence de fond qui est importante. Ça c'est la forme, de forme qui est importante. Ensuite, nous nous retrouvons avec les députés insoumis, comme avec les écologistes et les socialistes, sur la défense. Qu'est-ce qui passe pas ? Nous nous retrouvons sur beaucoup de sujets, sur la hausse du SMIC, l'indexation des salaires sur l'inflation, sur la défense de nos services publics, sur la retraite à 64 ans que nous a infligé M. Macron. Donc il y a une gauche aujourd'hui. Il y a quand même une gauche aujourd'hui qui sait travailler ensemble et qui sait défendre les conquêtes sociales du monde du travail. Voilà. L'élection européenne, elle pose des sujets sur lesquels nous avons des différences de fond. Le Parti communiste français, depuis 1992, le traité de Maastricht, le fameux, il combat cette conception libérale et financière de l'Europe, qui a détruit nos usines. Léon Desfontaines, il vient d'Amiens, où on a supprimé des milliers d'emplois. Et donc, nous avons, cette histoire-là, qui fait qu'avec d'autres forces de gauche, comme le MRC, nous disons, on veut construire une autre Europe, on veut la paix et la prospérité pour tous les travailleurs. On veut retrouver notre souveraineté économique, pouvoir défendre nos usines, pouvoir les subventionner. Le gouvernement aussi, il veut réindustrialiser. Ça, c'est du pipeau. Hein. Monsieur Macron qui dit « j'ai créé des emplois », c'est Pinocchio. Hein. Alors lui, je veux bien qu'on en parle de ça, des créations d'emplois dans l'industrie dans notre pays. Vous n'avez pas répondu à la question. C'est des usines qui délocalisent et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on produit moins de biens manufacturés. Voilà, on produit moins de biens manufacturés. Monsieur Roussel, vous n'avez pas répondu à la question. C'est un menteur en matière de politique industrielle. Vous n'avez pas répondu à la question de Pierre. On n'a pas compris. Qu'est-ce qui vous différencie sur le fond aujourd'hui des insoumis ? Vous êtes plus respectueux, vous êtes plus politique, mais au-delà de ça, c'est quoi la différence ? Eh bien, je vais... Sur le reste, vous êtes d'accord. Nous avons des différences de fond. Si vous me permettez, je préfère parler de ce que nous défendons et qui fait notre spécificité. Voilà. Je ne suis pas là pour dire du mal des autres, je suis là pour dire du bien de ce que nous on fait. Voilà. Donc vous permettez, donc je vais répondre à votre question en vous disant que notre liste, elle veut reprendre la main sur l'énergie et elle veut dire nous sortons du marché européen de l'énergie. Nous voulons fixer, la France, retrouver notre souveraineté énergétique et faire en sorte que le prix de l'électricité soit le moins cher et le plus décarboné et avec de l'énergie nucléaire et renouvelable. Ça, par exemple, c'est une des différences. Je vous la livre, mais en vous disant ce que nous défendons. Et c'est pour ça qu'il est important
qu'il y ait demain des députés européens de la liste de la gauche unie, tirés par Léon Desfontaines, qui vont défendre. Où est-ce qu'on va ? Nous sommes la seule liste de gauche. Nous sommes la seule liste de gauche à avoir ce discours sur la politique énergétique française, sur la souveraineté énergétique vous utilisez française. le mot souveraineté à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez critiqué M. Glucksmann en disant c'est une Europe fédérale? Oui. Est-ce que vous êtes contre l'idée d'une Europe fédérale? Oui, je suis contre. Diriez-vous que vous êtes un candidat souverainiste? Je représente la gauche républicaine, universaliste et souverainiste. Donc la gauche souverainiste, c'est le Parti communiste dans ces élections? Oui. Oui, je peux le dire, parce que quand je fais un débat avec Arnaud Montebourg, mais oui, je vous le dis, parce que quand je fais un débat avec Arnaud Montebourg sur Belfort et notre turbine Arabelle qui a été vendue aux Américains par M. Macron, puis aujourd'hui, M. Macron, il s'agit dans tous les sens, on dit on a peut-être fait une bêtise, on va le racheter, puis il n'arrive pas à le racheter, parce que les Américains lui font un air de pipeau pour pas lui vendre. Il y a beaucoup de pipeaux, là, j'ai l'impression. Ah oui, oui, mais avec ce gouvernement... C'est un orchestre, là. Hein. Vous avez raison, avec le gouvernement de M. Macron, on a un orchestre de pipeaux, de Pinocchio, ça vous avez droit. M. Le Maire qui demande et qui n'obtient rien, enfin, il y a beaucoup de parlotte, beaucoup de musique et peu de concret. En tout cas, nous demandons, nous, à ce que les intérêts stratégiques français, industriels, soient protégés. Protégés. Et que quand il y a un décret fait par M. Montebourg, qui date de 2004, qui fait que nous pouvons utiliser ce type de décret pour protéger notre industrie, eh bien, nous devons l'utiliser. Donc oui, je suis une gauche républicaine et souverainiste sur cette question industrielle. Et ça va jusqu'au bout. Et sur les autres ? Parce que je veux parler aussi de l'argent. Nous ne pourrons pas reconstruire cette industrie si nous ne reprenons pas le pouvoir sur l'argent, sur la finance. Donc les super profits. Et donc, c'est les super profits, mais ça va au-delà de ça. Mais vous voyez, sur les super profits, à gauche, tout le monde est d'accord pour taxer les dividendes, pour taxer les riches, et nous aussi. Mais ça ne suffira pas. Eh bien, vous nous exposerez ça la prochaine fois. Merci. Ah bah non. Fabien Roussel d'avoir été l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1. Rendez-vous.